Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Plus rien n'arrête la Chine dans sa conquête du marché d'Afrique subsaharienne. Le 24 mai dernier, le Burkina Faso opérait un changement majeur dans sa diplomatie en rompant ses relations avec Taïwan au profit de Pékin. Pour expliquer ce geste, le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Bari a invoqué que l'évolution du monde et les défis sociaux et économiques actuels du pays et de la région recommandent à Ouagadougou de reconsidérer sa position, et c'est le 12e pays d'Afrique qui, depuis 1994, choisit de rompre avec Taipei au profit de Pékin. Autant dire que Pékin fait partie intégrante de l'équation géopolitique africaine. Pourquoi et comment, quelques années seulement, le pays asiatique est devenu le partenaire privilégié de plusieurs pays africains? S'agit-il d'une relation gagnant-gagnant? Décryptage des relations sino-africaines avec nos invités sur ce plateau. Demba Moussa Dembélé, vous êtes économiste chercheur, président de l'Africaine vous êtes président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène Arcade. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Charles Biagui, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également expert en sciences en relations internationales. Merci d'être avec nous et bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer par vous, Jean-Charles Biagui. Après avoir annoncé la rupture de ses relations avec Taïwan, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, pour ne pas le nommer, et son homologue chinois ont signé un communiqué conjoint sur le rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Quel regard portez-vous sur cette décision de Ouagadougou? Je vous remercie. Je pense que c'est une décision qui est compréhensible. Au vu un peu, et là, le ministre des Affaires étrangères burkinabé a bien entendu raison. La géopolitique mondiale est en train de changer. Un pays pauvre, doté de très peu de ressources, comme le Burkina Faso, ne peut pas ne pas coopérer avec la Chine. Donc cela est une évidence. Il faut dire, et ça c'est quelque chose de très remarquable, que les pays africains qui ont longtemps entretenu des relations avec la Chine, c'est les pays les moins avancés. Je dois dire que du point de vue en tout cas du Burkina Faso, c'est une mesure qui se comprend. C'est une mesure qui sur le plan interne se comprend, mais sur le plan aussi de la géopolitique mondiale trouve toute sa raison d'être. Et là, le ministre Alpha Bari a tout à fait raison de dire que la géopolitique mondiale a changé et qu'un pays pauvre, parce que c'est cela qu'il faut comprendre, ne peut pas ne pas bénéficier des nombreuses potentialités économiques qu'offre la Chine malgré tout. Alors, on reviendra sur les opportunités que la Chine offre au continent africain, notamment subsaharien. Alors, Demba Moussa Dembélé, la Chine, depuis 2009, qui est devenue le premier partenaire commercial et le principal bailleur de fonds de l'Afrique, notamment subsaharienne. D'ailleurs, le tapis rouge est de plus en plus déroulé. Le président chinois, en moins de 2 ans, pour ne pas dire la moitié des États africains, plusieurs pays africains ont reçu la visite du président chinois. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette présence chinoise sur le continent africain? Je pense que ce que les gens perdent de vue, c'est que la Chine a toujours essayé d'avoir des relations étroites avec les pays africains. Je rappelle que la Chine, du temps de Mao Tse-tung, était le seul pays qui avait accepté de construire le chemin de fer entre la Zambie et la Tanzanie, Tazara. Parce que la Banque mondiale, les pays occidentaux avaient refusé de construire cette ligne de chemin de fer qu'ils trouvaient coûteuse et puis même politiquement, ce n'était pas dans leur intérêt. Et c'est la Chine qui avait accepté cela, de le faire. Donc aujourd'hui, nous assistons à l'éveil d'un géant. Un géant économique, c'est la deuxième économie du monde aujourd'hui, et qui a une stratégie. La Chine a une stratégie non seulement vis-à-vis de l'Afrique, mais une stratégie mondiale. Et vis-à-vis de l'Afrique, la stratégie vis-à-vis de l'Afrique, c'est laquelle? La stratégie vis-à-vis de l'Afrique, c'est de resserrer les liens avec les pays africains, parce que la Chine se définit comme un pays du Sud. Donc sa stratégie, c'est
de consolider, de renforcer les relations avec les pays du Sud et l'Afrique, compte tenu de son importance sur tous les plans, hein, malgré tout ce qu'on dit, nos ressources, notre situation géographique, notre espace du point de vue de l'espace géographique, je veux dire, de l'Afrique, tout cela fait qu'on ne peut pas ignorer l'Afrique. Et d'ailleurs, les pays occidentaux, les États-Unis et les autres, n'ignorent pas l'Afrique, bien au contraire. Donc la Chine se dit, ma stratégie au niveau même mondial doit passer par la consolidation des relations avec l'Afrique. Relations économiques, mais également relations politiques. Et cela se voit quand c'est la Chine, il ne faut pas l'oublier, qui a amené l'Afrique du Sud dans le groupe des BRICS. C'est au moment où le sommet se tenait en Chine que Hu Jintao, à l'époque président, a invité l'Afrique du Sud à rejoindre le groupe. Donc c'est que la Chine a une stratégie mondiale qui inclut l'Afrique comme un des piliers. Alors la stratégie de la Chine, est-ce que d'une part elle n'est pas aussi diplomatique ou politique, même si M. Dembélé l'a effleuré, parce qu'on prêterait à la Chine cette volonté de vouloir chercher à limiter l'influence des États-Unis sur le continent, mais également l'influence du Japon qui chercherait à se trouver des pays africains comme alliés pour l'appuyer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, il y a déjà la volonté d'isoler Taïwan. Ça, c'est aussi une des raisons qu'il faut, entre autres raisons. S'il y a une volonté d'isoler Taïwan, Taïwan est très isolé. On est aujourd'hui loin des années, il y a 15-20 ans, où Taïwan il y avait un engouement diplomatique de Taïwan. Donc ça, c'est un fait. Mais pour concernant l'Afrique précisément, oui, vous avez raison. Dans la géopolitique mondiale, c'est très important d'avoir l'Afrique à ses côtés. Parce que l'Afrique, c'est vrai que si son poids politique, son poids diplomatique est minime, mais l'Afrique, en termes de potentialité économique, d'un point de vue de ses ressources, n'est pas un nain, c'est un géant. Et vous ne pouvez pas, surtout pour un pays comme la Chine, dont l'économie est de plus en plus prospère, vous ne pouvez pas ne pas vouloir bénéficier des ressources de l'Afrique. Donc, d'un point de vue économique, c'est au-delà de l'aspect sentimental qui a été évoqué par M. Dembélé, il y a des aspects économiques très clairs. Il y a aussi un aspect géopolitique. L'aspect géopolitique, c'est quoi? C'est que vous avez 3 ou 4 blocs dans le monde. Important. Vous avez le bloc américain avec les États-Unis en tête, vous avez ce bloc-là. Vous avez le bloc de l'Union européenne. C'est un bloc important autour de la France, autour de la Grande-Bretagne, autour surtout de l'Allemagne. Et à côté de cela, vous n'avez pas fondamentalement un autre grand bloc. Oui, en Asie, vous avez l'Inde qui monte en puissance. Vous avez surtout la Chine. Et de ce point de vue-là, la Chine ne peut pas simplement se recroqueviller autour de sa sphère, c'est-à-dire autour de l'Asie. Ça ne suffit pas pour faire de vous une grande puissance. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin notamment d'alliés. Et de ce point de vue-là, l'Afrique est un allié naturel. Et M. Dembélé l'a évoqué d'un point de vue historique, d'un point de vue aussi idéologique. Et ça a été rappelé également, la Chine se caractérise, ou en tout cas, la Chine se considère comme un pays du tiers-monde. Et cela est très intéressant, d'autant plus que Justement, avant de revenir, la Chine se considère comme un pays du tiers-monde. Cette fausse modestie, entre guillemets, qu'est-ce que la Chine entend dérouler par là? Je ne suis même pas sûr que ce soit une fausse modestie. La Chine présente l'état d'un pays contrasté. Vous avez, c'est vrai, beaucoup de richesses autour des grands centres urbains, autour de grandes agglomérations, mais le pays, d'un point de vue général, est toujours un pays très en retard sur beaucoup d'aspects, sur l'éducation, c'est impressionnant, sur les infrastructures. Dans des villages entiers en Chine, vous avez beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui dire, d'un point de vue global, même si la Chine a beaucoup de richesses ou la Chine a une importance économique beaucoup plus importante, on ne peut
pas dire que ce soit une puissance au même titre que les États-Unis. Ou même l'Union européenne. C'est un pays qui se cherche toujours. C'est vrai que c'est un pays sur le plan macroéconomique a beaucoup de succès, mais il me semble qu'en disant la Chine, lorsqu'elle dit qu'elle est un pays du tiers-monde, il y a un peu de vrai aussi. Il y a beaucoup de vrai d'ailleurs. Il y a beaucoup de vrai. Alors la Chine, c'est vrai, a joué un rôle très positif en termes de déclenchement, dans le déclenchement des termes d'échange entre la Chine et le continent africain. Aujourd'hui, cette coopération, elle est basée sur des rapports gagnant-gagnant où il y a un déséquilibre entre la Chine et le continent. Bon, vous savez, comme on dit, hein, les États ont des intérêts. La Chine a des intérêts, ça c'est évident. Les pays africains ont également des intérêts. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur bien des points, il y a un déséquilibre peut-être du point de vue stratégique. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un État. Donc il y a une direction unifiée. Alors que nous sommes 50 et quelques pays avec différents gouvernements qui ne sont pas nécessairement d'accord sur telle ou telle chose. Nous avons vu dans la CEDEAO déjà, par rapport aux accords de partenariat économique avec l'Union européenne, des divergences entre un pays comme le Sénégal et un autre pays comme le Nigeria qui a refusé de signer. Alors, a fortiori, quand vous mettez 50 pays ensemble vis-à-vis d'un seul pays qui a, comme je le disais, une stratégie bien huilée, il est évident qu'il y a un certain déséquilibre du point de vue des négociations. Mais je pense que si nous parlons d'une seule voix, c'est-à-dire que il y a la ZLEC, peut-être on en parlera tout à l'heure. Si nous parlons d'une seule voix, on essaie de parler en tout cas d'une seule voix vis-à-vis de la Chine ou des autres, alors à ce moment, je pense que nous aurons beaucoup plus de crédibilité et nous pourrons négocier mieux les termes de notre relation avec la Chine. Et vous pensez qu'à ce stade, l'Afrique ou les pays africains ne jouissent pas de cette crédibilité dont vous faites allusion tout à l'heure pour faire face ou négocier avec la Chine? Non, c'est que si on part en rang dispersé, c'est vrai qu'on est plus faible. Mais si on part ensemble, évidemment, ça nous donne beaucoup plus de force. Pourtant, il y a un cadre déjà qui a été mis sur place avec le sommet Chine-Afrique, depuis le premier qui est allé en 2006 et on s'apprête à tenir un autre en septembre. Là, c'est déjà... Mais exactement, il y a ce cadre, je suis d'accord. Mais on vient juste d'évoquer le cadre du Burkina Faso qui vient de rompre avec Taïwan. Et d'autres qui ont rompu il y a quelques années de cela. Et ce qui fait que on est encore... du point de vue stratégique, on n'a pas une ligne directrice autour de laquelle tous les pays africains pourraient se mobiliser. Vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des États-Unis. Et je pense peut-être que maintenant, avec la zone de libre-échange, avec les autres chantiers de l'Union africaine, les dirigeants africains vont prendre conscience de la nécessité de parler d'une seule voix et surtout de porter des projets au niveau à la fois sous-régional et continental qui fédèrent tous ces pays pour qu'on puisse mieux les défendre. Mais je pense que le cadre déjà entre la Chine et les pays africains, c'est un bon cadre. Et au mois de septembre, il y aura ce sommet qui va avoir lieu en Afrique. Et j'espère que les pays africains par l'intermédiaire de l'Union africaine, pourront aller avec le président chinois présenter des projets qui puissent bénéficier à tout le continent. Évidemment, dans le même temps, les pays peuvent négocier leurs propres projets, mais tout ce qui a rapport avec le continent ou avec les sous-régions, à mon avis, il faudrait que les gens parlent d'une seule voix. Et ça nous renforce, ça nous donne plus de poids. Alors, il parle de faire bloc pour pouvoir négocier avec la Chine. Pendant ce temps, Pékin met en avant la souveraineté d'État, comment harmoniser ces mécanismes pour qu'il y ait un partenariat d'égal à égal ou gagnant-gagnant.
C'est une question intéressante que vous posez. Déjà, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'absence de stratégie globale. Il y en a une. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y en a une au moins au niveau des pays africains. C'est tout faire. Absolument tout faire pour pouvoir bénéficier des ressources apparemment sans fin de la Chine. Et c'est ça qui est malheureux. Donc je rejoins un peu cet argument-là. C'est ça qui est malheureux. Et ce n'est pas simplement pour le cas de la Chine. Dans la coopération internationale des pays africains avec les autres sphères, c'est toujours la même chose. Regardez la coopération avec la Turquie, la coopération avec la France, la coopération avec les États-Unis. La stratégie affichée, clairement affichée, on n'a pas besoin de beaucoup d'analystes pour le comprendre. La stratégie affichée par les pays africains, c'est de tout faire pour bénéficier d'une manne financière. Et c'est vrai que ça, c'est bien dommage. Parce que à la table des négociations, ça ne vous donne pas une marge de manœuvre importante. D'autant plus que les pouvoirs sont asymétriques. Vous savez, il faut être réaliste. Nous sommes sur le plan international où ce sont des rapports, c'est vrai, de coopération, mais c'est aussi et surtout des rapports de force. Et lorsque les pouvoirs sont asymétriques, il est très difficile d'avoir les mêmes centres d'intérêt ou d'avoir une marge de manœuvre importante. Et c'est le cas de l'Afrique. La marge de manœuvre de l'Afrique vis-à-vis de la Chine, elle est plus ou moins étroite. Vous avez raison, c'est vrai, peut-être que d'un point de vue diplomatique, l'Afrique soutient de plus en plus la Chine. Elle n'a pas de choix d'ailleurs. Ah oui. Oui, les pays africains n'ont pas de choix parce que d'un point de vue international, Taipei est plus ou moins isolé. Les grandes puissances, depuis très longtemps, ont pris leur distance parce que vous ne pouvez pas être contre une grande puissance comme la Chine. Donc, de ce point de vue-là, les pays africains sont obligés, d'un point de vue diplomatique, de soutenir la Chine. Maintenant, d'un point de vue économique, est-ce qu'ils vont monnayer ce soutien-là? J'en suis pas très sûr parce qu'encore une fois, les pouvoirs sont asymétriques et c'est vrai que l'Afrique a beaucoup à gagner, mais la Chine a aussi beaucoup à donner. La Chine a beaucoup à donner depuis l'arrivée d'ailleurs massive des Chinois sur le plan géopolitique. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé sur le continent? Sur le continent, ce qui a fondamentalement changé, plusieurs choses. Nous ne sommes plus à la guerre froide, les rapports Est-Est ont disparu, l'Afrique est de moins en moins le centre d'intérêt principal, ça il faut le reconnaître aussi, des États-Unis d'Amérique, qui préfèrent se concentrer davantage sur, d'un point de vue historique en tout cas, depuis la guerre froide, qui préfèrent de plus en plus se concentrer autour du Moyen-Orient. Et c'est vrai que ça a laissé peut-être le champ libre à une puissance émergente comme la Chine. Ça a changé. Le contexte a changé. Il y a également autre chose qui a changé, c'est que de plus en plus les États africains ont compris, mieux vaut tard que jamais, en tout cas certains ont compris que la coopération internationale ne doit pas simplement être dictée par des considérations politiques liées à la question démocratique, ce que Pékin ne fait pas d'ailleurs. Vous savez que l'aide octroyée par les grandes puissances est souvent conditionnée. Ce n'est pas le cas de la Chine. Ça a changé. C'est quelque chose de fondamental qui explique l'attrait de la Chine. La Chine n'impose pas fondamentalement un cadre politique à sa coopération. Ce que font les autres. D'ailleurs, les critiques qui sont ici et là proposées, mises sur la table par les grandes puissances consistent à dire, écoutez, nous au moins, nous tenons compte de l'environnement, nous tenons compte de la politique, etc. Ce que effectivement la Chine ne fait pas. Pour des considérations pas simplement stratégiques, pour aussi des considérations idéologiques. Parce que si vous regardez bien les positions de la Chine dans les grands dossiers internationaux, il y a beaucoup de neutralisme. Il y a cette volonté, parce que la Chine ne veut pas qu'on s'immisce dans ses affaires internes, donc elle ne veut pas non plus de manière, en tout cas, de manière trop visible, s'afficher au niveau des problèmes des autres. Donc ça aussi, c'est un problème idéologique qu'il faut comprendre. Ce n'est pas simplement stratégique. Alors, beaucoup d'investissements, oui, allez-y. Non, je voulais juste réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que le principe de non-ingérence, ça a été toujours un des principes de la politique étrangère de la Chine. Je ne dicte pas aux autres comment ils doivent se conduire. Et moi non plus, on ne me dicte pas comment je dois me conduire. Et ils ne voient pas un piège Non, ils ont toujours fait ça, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, que ce soit avec les grandes puissances ou avec les autres, ils respectent le système, ils respectent le gouvernement qui est en place. Ce n'est pas eux de choisir ou de dire est-ce que vous devez être démocratique ou non démocratique, droit de l'homme et tout ça. Et d'ailleurs, moi je pense que le discours occidental, c'est de la fumisterie pure et simple. On condamne certains pays parce qu'on ne les aime pas, d'autres pays plus dictatoriaux, on se tait.
Donc pour moi, ça a toujours été de la fumisterie, en ce qui me concerne. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que du point de vue de la géopolitique mondiale, l'intérêt de la Chine pour l'Afrique a fait qu'il y a un certain respect que les pays occidentaux ont vis-à-vis de l'Afrique depuis les années 2000. Le sommet États-Unis-Afrique peut-être aurait été impensable avec Barack Obama, vous vous rappelez en 2014. Le sommet Afrique-États-Unis aurait été peut-être impensable s'il n'y avait pas cette incursion de la Chine en Afrique. Les accords de partenariat économique. Si l'Union européenne, s'il n'y avait pas cette alternative que représentait la Chine, peut-être que l'Union européenne aurait imposé depuis 2007 sa volonté aux pays africains. Parce que l'Union européenne voulait que ces accords soient signés en décembre 2007 à Lisbonne. Et les pays africains ont dit non. Et jusqu'à ce jour, malgré la signature de quelques pays, il n'y a pas une région qui ait signé ces accords, presque 11 ans après. C'est pour dire que, parce qu'il y a cette alternative que représente la Chine, sur le plan économique, mais également sur le plan politique, et donc ça bouscule la géopolitique mondiale, d'autant plus que la Chine, sa volonté, c'est de créer un nouveau cadre multipolaire. Et dans ce cadre multipolaire, bien sûr, l'Afrique a sa place, comme l'Asie et comme l'Amérique latine. Parce que ce qu'elle fait en Afrique, elle le fait en Amérique latine, elle le fait en Asie également. C'est que le problème en est que, c'est vrai, elle offre une main-d'œuvre moins coûteuse, mais le problème est qu'en Afrique, en tout cas dans la plupart des pays africains où la Chine est présente, sa main-d'œuvre est confrontée à la main-d'œuvre locale est confrontée à une concurrence de la main-d'œuvre chinoise. Ça également, c'est un facteur de blocage, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a des appels d'offres, il y a deux choses. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect économique ou financier. Et le moins disant. Or, étant donné que leur main-d'œuvre est moins coûteuse, leurs appels d'offres se basent sur cette main-d'œuvre moins coûteuse pour pouvoir gagner des marchés. Et ensuite, la discipline qui est la leur. Parce que s'ils amènent leurs ouvriers ici, ils savent qu'ils ne seront pas confrontés à la grève, à des perturbations. C'est des gens disciplinés, ils ont un objectif à atteindre et ils s'en vont. Donc c'est sur cette base-là que les Chinois répondent aux appels d'offres. On peut leur reprocher, bien sûr, de venir avec de la main-d'œuvre, mais malheureusement, selon les règles des marchés des appels d'offres, si tu as sur le plan technique, si vous êtes au même niveau, mais le moins disant l'emporte. Et c'est ce qui explique que parfois ils viennent avec leur main-d'œuvre, ce qui est déplorable parfois, bien sûr. Alors, le transfert peut-être d'expertise, de technologie, très rapidement, Jean-Charles. Oui, c'est ce qui est fondamental dans une coopération économique, le transfert de technologie. Mais malheureusement, dans le cas de la coopération chinoise, on semble s'acheminer vers la même dynamique qu'avec la coopération avec les pays occidentaux, c'est-à-dire une coopération où il y a un receveur et un donneur, sans pour autant qu'il y ait transfert de technologie. Si vous regardez bien les pays d'Asie, leur particularité par rapport à cela, c'est un transfert de technologie dans les années 60, les années 70, remarquable. C'est ce qui permet d'avoir une marge de manœuvre importante et c'est ce qui permet à une industrie de naître. Parce que si vous ne savez pas faire, si vous ne savez jamais faire, mais vous ne pouvez pas prendre les rênes de votre économie. Et on est aujourd'hui dans ce cas de figure. Dans beaucoup de pays africains, vous regardez, même pour construire de simples infrastructures, ça ne demande pas une technologie importante. On fait recours à la main-d'œuvre étrangère, ou en tout cas à l'intelligence étrangère. Et cela pose un problème fondamentalement. Donc votre question, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est un problème économique, c'est un problème à long terme, ça ne traduit pas ou ça ne règle pas nos problèmes à long terme. Mais très rapidement, en quelques secondes. Ce que les pays africains peuvent faire, c'est de dire, écoutez, c'est bien d'amener vos ouvriers, mais nous avons un certain quota chez nous. Il faut tenir compte de cela. Et ça, c'est la négociation qui le fait. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, pour avoir de la force de négociation, être ensemble, ça nous donne ce poids. Sinon, le géant comme la Chine et un petit pays comme le Sénégal
vous savez, le déséquilibre est trop important. Alors, c'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Demba Moussa Dembélé, chercheur et économiste, également président de l'ARCAD, l'Africaine pour la recherche et pour l'appui au développement endogène, ARCAD. Merci donc, M. Dembélé. Avec nous également Jean-Charles Biagui, expert en sciences politiques et relations internationales, chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Médion TV Afrique.